Previously on Five Theories. Qui suis-je? Une chasseuse de dragons? Seul ce dragon pourra nous sauver de la fin du monde. Putain, vous venez de tuer le dernier dragon! Oh, on se calme, ça existe pas les dragons. Si je fais un épisode de 5 Theories, c'est un vrai truc, avec des trucs crédibles. Et là, j'en ai marre de me dire de la merde tout le temps. Et du coup, de toute cette fin du monde que tu as présentée, laquelle as-tu provoqué? Je suis Cthulhu, périssime, face à mon armée de chatons. Vénus, longtemps considérée comme la sœur jumelle de la Terre, en raison d'une taille et d'une masse quasi identique à notre Maison Bleue, elle est la planète la plus proche de la nôtre. Elle est l'étoile du berger, connue depuis les premières civilisations. Les Nahuas l'assimilaient à Quetzalcoatl, les Babyloniens à Ishtar, et les anciennes cultures chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes désignaient Vénus sous le nom d'étoile d'or. Connue de tous et surtout des astronomes pour lesquels il est assez facile d'étudier Vénus grâce à sa proximité avec la Terre, elle est tout de même entourée d'énigmes. Mais revenons un peu sur Terre. Surtout Maggie, faut pas sortir. Il y a des chatons meurtriers partout dehors et je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Dégage d'ici, humain! Alors de 1, je te rappellerai que je suis chez moi. De 2, si je sors, je meurs. Et de 3, tu parles? Toute ma vie, tu ne nous as jamais respectés. Tu nous as humiliés et torturés. Pendant l'une de tes nombreuses absences, nous avons reçu la visite d'un prophète. Je ne suis plus ta chatte à présent. Je suis l'un des générales de l'armée des chatons. Cher Didi, j'espère que cette fin du monde se passe bien pour toi, et que tu réussis à survivre face à l'armée de chatons. Leurs chefs se font appeler Generals. Ce sont des chats à l'organisme modifié, remplis de haine. Les gènes qui râlent. Enfin, tu comprends. Je pars de la Terre pour me rendre sur Vénus. Je te laisse 6 juin les coordonnées menant à une voiture spatiale. En attendant, je prépare ma bœuf vénusienne dans mon laboratoire en Antarctique. La bise. Ton ami, Dr Paranorman. Yo les théoriciens! J'avais adoré vous faire le 5 théories sur Mars l'année dernière avant de vous laisser pour l'été. Et cette année je me suis dit que ça pourrait être pareil, avant les vacances, de vous faire un petit 5 théories sur une planète. Vénus m'a toujours passionné, même si elle est moins mise en avant que sa cousine rouge par la pop culture, vous verrez il y a plein de choses à découvrir. Et des théories à créer, forcément. D'ailleurs, cet épisode est un 15 théories. C'est parti! Longtemps considérée comme une sœur jumelle de notre planète, beaucoup de peuples à travers les âges pensaient que cet astre lumineux que l'on nomma par la suite Vénus était un monde tout aussi beau et verdoyant que le nôtre. C'est justement parce que l'association avec la divinité romaine de l'amour et de la beauté paraissait évidente qu'on lui offrit ce nom-là. Vénus, elle est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite. Il était commun de penser, il y a des siècles de ça, que la surface de Vénus était couverte de forêts et d'océans. Un monde identique au nôtre, où vivaient des êtres lumineux et magnifiques. Quand la quête de l'espace débuta, on entreprit rapidement de jeter un œil sur Vénus et d'y envoyer des sondes. Malgré une taille et une masse quasi identiques à la Terre, notre planète sœur se montra finalement être une jumelle diabolique. Une couche nuageuse de plusieurs dizaines de kilomètres. Des tempêtes, des rafales, des éclairs d'une intensité sans pareille. Des pluies acides. Cette atmosphère réfléchit fortement la lumière du soleil, ce qui explique la brillance de Vénus et empêche d'observer directement le sol vénusien depuis la Terre. Le sol vénusien, justement, posez le pied dessus, quelques secondes vous suffira pour être entièrement cramé. Vénus n'est pas donc si proche de la Terre, mais l'aurait-elle été il y a quelques millénaires ?
Comme pour Mars, certains scientifiques pensent que Vénus aurait pu ressembler à la Terre pendant une époque. Les deux planètes sont tout de même très semblables, autant par des aspects physiques qu'orbitaux. 1. Elles sont nées à peu près en même temps, il y a 4,6 milliards d'années, dans le même nuage de gaz et de poussière. 2. Vénus et la Terre sont toutes les deux des planètes du système solaire interne. 3. Leur surface montre un terrain diversifié. Montagnes, plaines, plateaux élevés, gorges, volcans, arêtes et cratères d'impact. 4. Les deux ont peu de cratères, signe d'une surface relativement jeune et d'une atmosphère dense. 5. Leurs compositions chimiques sont très proches. Des observations récentes suggèrent que Vénus aurait pu posséder d'énormes quantités d'eau. Pour le savoir, les astronomes ont étudié les différentes couches de l'atmosphère, leur composition et la distribution des atomes d'hydrogène et de l'oxygène. Si des océans d'eau liquide couvraient la surface de Vénus, pourquoi ne pas imaginer, à l'époque où le Soleil brillait moins, il y a plus de 4 milliards d'années, que la vie s'y soit développée. Mais Vénus est soumise à un important effet de serre qui n'était pas aussi intense il y a des milliers d'années. Les scientifiques ont appris beaucoup de choses sur le réchauffement global grâce à notre jumelle. Il semble en effet que l'exploration spatiale nous en apprenne beaucoup sur le fonctionnement de notre planète. L'avenir de la Terre serait-il donc le même que celui de Vénus ? Contrairement aux autres planètes telluriques, Vénus a une rotation sur elle-même extrêmement lente. De ce fait, sur cette planète, une journée est plus longue qu'une année. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer une rotation sur elle-même si lente ? Et une rotation qui de plus est rétrograde, ce qui veut dire qu'elle ne tourne pas dans le même sens que Mercure, la Terre et Mars. De ce fait, sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'origine de ce phénomène assez étrange. La rotation synchrone est une caractéristique du mouvement d'un satellite naturel orbitant autour de sa planète qui se manifeste lorsque la période de rotation du satellite est synchrone avec sa période de révolution. Le satellite présente alors toujours la même face vue de la planète. C'est bien sûr le cas de la Lune avec la Terre. L'attraction gravitationnelle entre deux corps produit une force de marée sur chacun d'eux, les étirant dans la direction de l'axe planète-satellite. Vénus est quasiment en rotation synchrone avec la Terre, de sorte que toutes les fois où Vénus est en conjonction inférieure, Vénus présente presque exactement la même face à la Terre. Mais les forces de marée impliquées dans la synchronisation Vénus-Terre sont extrêmement faibles et il se peut que ce ne soit qu'une coïncidence, valable à notre époque astronomique. Une autre explication met en jeu l'atmosphère vénusienne qui, en raison de sa forte densité, a pu influencer la rotation de la planète. L'atmosphère de Vénus est en état de super-rotation. La totalité de la couche nuageuse vénusienne effectue une rotation complète, c'est-à-dire le tour de la planète, en seulement 4 jours terrestres. Les vents soufflent à 100 mètres secondes. Et pour vous dire à tel point c'est rapide, ces vents font le tour de la planète plus rapidement qu'elle ne tourne sur elle-même. Vénus aurait pu donc évoluer naturellement vers une rotation rétrograde, qui est un état d'équilibre des différents effets de marée sans qu'aucune synchronisation Terre-Vénus ne soit en jeu. La masse atmosphérique de Vénus est de l'ordre du 10 millième de la masse de la planète. Il y aurait eu un échange de vitesse entre la planète et son atmosphère pour conserver le moment cinétique total. Il n'est cependant pas possible de savoir si l'obliquité de Vénus est passée brusquement de 0 à 180 degrés au cours de son histoire, ou si sa vitesse de rotation s'est ralentie jusqu'à une vitesse nulle pour ensuite devenir négative. Les deux scénarios sont possibles et aboutissent au même résultat. Mais où alors ? La théorie la plus populaire sur l'origine de cette rotation énigmatique est qu'elle est la conséquence d'un impact ultra-violent avec un autre astre. C'est l'explication qui a été le plus souvent avancée, une collision gigantesque avec un autre corps de grande taille, il y a des millénaires. Des scientifiques de l'Observatoire Royal de Belgique ont conclu qu'un astéroïde de 800 à 1400 km pourrait créer ce genre de phénomène sur une planète de la taille de la masse de Vénus. Ce choc incroyable aurait pu alors ralentir la rotation de Vénus, mais aussi être à l'origine de cet intense effet de serre. La surface de la planète étant recouverte de lave, il serait impossible d'y trouver un quelconque cratère géant pour appuyer cette théorie. Mais d'autre part, cette instabilité, cette chaleur, ces volcans, cette atmosphère épaisse, ces éclairs, tout cet enfer apocalyptique sur notre planète sœur pourrait justement être la seule et unique preuve de la venue d'un astéroïde gigantesque, modifiant à jamais les paysages de Vénus. Oh là on est sur de la bonne théorie des familles. Je sais que certains, durant mon dernier épisode sur les mammouths, m'ont reproché d'être un peu trop sérieux, d'être un peu trop scientifique. D'ailleurs, peut-être que certains ont déjà quitté cet épisode pour les mêmes raisons. Mais pour ceux qui veulent une théorie totalement
Eh bien la voici. Il s'agit de la théorie des mondes en collision d'Immanuel Velikovsky. Velikovsky est un psychiatre et écrivain russe. Ouais, on pourrait se dire que c'est pas du tout son domaine, les hypothèses scientifiques. Mais il est assez connu pour avoir inventé la théorie comme quoi Vénus était en réalité une comète. Cette théorie, pour lui, expliquerait multitude de choses. Il développe cette théorie dans son livre Monde en collision, paru en 1950. Les grands bouleversements cosmiques qui ont affecté la Terre expliqueraient nombre d'événements comme l'extinction brutale d'espèces entières pourtant adaptées à leur milieu, tels les mammouths par exemple. En particulier, il imagine qu'un corps de la taille d'une planète, qu'il appelle comète, a été, il y a 3500 ans, expulsé du système de Jupiter vers les planètes inférieures. Les errances de cette comète expliquent selon lui l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse par exemple, ou bien la suspension de la rotation de la Terre demandée en prière par Josué. Après maintes divagations, cette comète aurait fini par trouver un orbite stable et serait devenue la planète Vénus. En Grèce antique, on disait qu'Athéna était sortie de la tête de Zeus, identifiant alors Zeus à la planète Jupiter comme le faisaient les Grecs et Athéna à la planète Vénus, contrairement aux Grecs de l'Antiquité, cette fois qui rapprochait plutôt la Vénus des Romains de leur Aphrodite, déesse de l'amour. Velikovsky se sert de ce mythe et de bien d'autres venant d'Égypte, d'Israël, du Mexique, comme preuve de sa théorie, voulant que Vénus a été expulsée de Jupiter sous forme d'une comète pour ensuite se transformer en planète, après avoir heurté plusieurs membres de notre système solaire. Ce bouquin est ultra intéressant, il pourrait même faire rêver, mais la communauté scientifique est totalement contre les hypothèses d'Immanuel, qui ne sont que des thèses totalement ridicules qui ne respectent aucune loi physique. Personnellement, ces mises en bouche trouvées sur internet m'ont carrément donné envie de lire le bouquin. J'espère bien qu'on en reparlera sur la chaîne parce que, il est vraiment dans le délire de 5 théories. Suivant! Vénus est un véritable enfer. La communauté scientifique l'affirme, il ne pourrait y avoir de forme de vie à la surface de Vénus. Mais des anomalies ont été repérées dans son atmosphère, des anomalies qui pourraient justement être justifiées par la présence de vie sur la planète. Enfin, sur la planète, disons plutôt dans les nuages. Cette théorie a été présentée lors du congrès The Second European Workshop on Astrobiology in Grass. En Autriche, l'atmosphère de Vénus devrait être riche en monoxyde de carbone à cause des radiations solaires que la planète reçoit. Mais elle en contient que très peu. Les scientifiques ont aussi trouvé 2 gaz dans cette atmosphère, le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène. Normalement, ces 2 gaz réagissent entre eux quand ils sont en contact, à moins que quelque chose ne les produise. Aussi, un gaz difficile à synthétiser de façon inorganique a été détecté dans les nuages acides, le sulfide carbonyle. Les chercheurs ont conclu que le monoxyde de carbone serait consommé et que les 3 autres gaz seraient synthétisés par un organisme biologique. Celui-ci pourrait utiliser les rayonnements UV du soleil comme source d'énergie pour produire ces gaz. Certains pensent aussi que les intenses éclairs dans l'atmosphère de Vénus pourraient être à l'origine de cette forme de vie et qu'elle pourrait aussi l'utiliser comme source d'énergie. De quoi parlons-nous là? De microbes? De petits êtres volants et lumineux? La NASA risque de répondre à cette question dans les futures années. À moins que... Rappelez-vous, lors de l'épisode 18, on avait dit que la NASA, pour certains, faisait partie d'un énorme complot visant à cacher la vie sur Mars. Nous nous étions appuyés sur Gilbert Levin, qui affirmait avoir trouvé une vie extraterrestre dans le sel martien. La même chose s'est produite lors de l'observation de Vénus par Leonid Xanthomalati. D'après ses descriptions, il aurait aperçu des silhouettes qui ressemblaient à un corps à l'allure de scorpion, à un disque et à une sorte de drapeau noir qui apparemment se déplaçait au fur et à mesure que l'appareil prenait des clichés. Ces silhouettes ont été observées grâce à la sonde russe Vénus 13 en 1982. Mais heureusement, les experts de la NASA sont arrivés et ont affirmé que non, il n'y avait pas du tout de vie là. Selon eux, ce n'était qu'un problème de la lentille de l'objectif. Certains affirment donc en s'appuyant sur ce cas que la NASA garde pour elle les réelles informations, car elle ne voudrait pas que l'humanité soit au courant que de la vie, même sous forme de microbes, puisse apparaître ailleurs que sur Terre. D'autres vont encore plus loin et disent que ces silhouettes font partie d'une grande communauté extraterrestre intelligente, travaillant justement avec nos gouvernements. Pour terminer sur ce point, rappelons que la NASA a envoyé plusieurs sondes sur Vénus, comme Magellan par exemple. Mais encore aujourd'hui, aucun signe de vie détecté. Complot ? Dans mon 5 théories sur les ovnis, j'ai dit que Vénus pouvait être à l'origine de certaines observations ufologiques. Mais pourquoi j'ai dit ça?
Enfin, je veux dire, je vous ai pas expliqué. Donc tant qu'à faire, puisqu'on parle de Vénus, autant que je vous explique. En fait, beaucoup de gens ne sont pas du tout habitués à l'observation du ciel. En raison de ces nuages qui réfléchissent la lumière du soleil et de sa proximité avec la Terre, Vénus est l'astre qui brille le plus dans notre ciel, après le soleil et la lune bien sûr. Ça m'arrive parfois, je regarde le ciel nocturne avec des proches, et certains pensent que Vénus est une étoile. Il est donc probable que certains y voient carrément un objet volant non identifié. Notre planète jumelle est la première lumière dans le ciel qui nous apparaît à la tombée de la nuit, bien avant les étoiles, mais aussi celle qui disparaît le plus tard. Un matin, un mec lambda par exemple qui n'est pas habitué à regarder le ciel, a très bien pu croire voir un ovni, et donc le temps de prendre son portable, bam! Vénus avait disparu. Et en effet, des spécialistes en ufologie pensent que Vénus serait la cause de beaucoup de témoignages. Ah là 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 là, et non, Vénus est ni une soucoupe volante, ni une étoile. Mais alors pourquoi on l'appelle l'étoile du berger d'ailleurs ? Comme nous le disions juste avant, lorsque Vénus est visible, elle apparaît toujours la première dans le ciel du soir et disparaît la dernière dans le ciel du matin. C'est l'astre le plus brillant du ciel après le soleil et la lune et aurait pu aider les bergers à s'orienter. En effet, le soir, elle se trouve toujours à l'ouest et le matin, toujours vers l'est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah bah non, attends, je fais des théories moi. Ça veut dire que c'est pas forcément la vérité. S'il vous plaît, oui, j'aimerais avoir une autre explication s'il vous plaît. Merci. L'explication précédente, la plus connue, est très souvent critiquée. Premièrement, les bergers utilisaient beaucoup d'autres méthodes pour se repérer. De plus, il n'y avait pas que les bergers qui l'utilisaient pour s'orienter, il y avait aussi les marins par exemple. Certains pensent donc que ce nom n'a rien à voir avec l'orientation des bergers, mais plutôt avec l'affection que portaient les bergers à Vénus. À force de retrouver cet astre lumineux tous les matins ou tous les soirs, Vénus aurait pu devenir le symbole des bergers. Les citadins et les fermiers, pris par leurs occupations, ne regardaient pas cette planète aussi souvent, et surtout ne regardaient probablement pas autant le ciel que les bergers. Cette hypothèse semble cohérente, mais même aujourd'hui, il n'y a pas d'explication officielle pour l'expression étoile du berger. Passons à un autre mystère. Savez-vous ce qu'est la lumière cendrée? Lumière cendrée. Putain, rien que le nom, c'est trop classe. On appelle lumière cendrée la lueur due au clair de terre sur la partie sombre d'un objet dans l'espace proche de notre planète. Elle est surtout visible aux environs de la nouvelle lune quand elle n'est pas masquée par l'éclat direct de la lumière du soleil. Mais la lune ne semble pas être la seule dotée de temps à autre d'une lumière cendrée. Depuis quelques centaines d'années, beaucoup affirment qu'ils ont vu ce phénomène en observant Vénus dans le ciel. Beaucoup de scientifiques réfutent cette idée. Vénus serait bien trop loin pour que le clair de terre puisse l'éclairer. Les premières observations de lumière cendrée sur Vénus ont été rapportées en 1643 par l'astronome Giovanni Battista Riccioli. Mais d'autres astronomes célèbres comme William Herschel ou Sir Patrick Moore ont aussi confirmé avoir observé visuellement ce phénomène, alors que pour d'autres, il ne s'agit que d'illusions. Aujourd'hui, cette lumière cendrée de Vénus n'a pas été officialisée. Et aucune photo n'a jamais été prise. Mais une hypothèse expliquerait ce phénomène énigmatique. On disait tout à l'heure que l'atmosphère épaisse de Vénus était parsemée d'éclairs. Ces éclairs sont bien plus puissants que sur Terre et ils ne s'arrêtent jamais. La planète est en constante tempête. Et si la lumière cendrée de Vénus venait de cette importante source de lumière et non pas du clair de Terre ? L'hypothèse précédente souffre de quelques difficultés, qui lui ont valu d'emblée de solides réfutations, comme par exemple, si ces éclairs sont quotidiens sur Vénus, alors pourquoi nous ne voyons que très rarement cette lumière cendrée? Une autre piste évoquerait la recombinaison nocturne des atomes d'oxygène dissociés le jour à partir des molécules de dioxyde de carbone sous l'effet du rayonnement ultraviolet du soleil, ce qui expliquerait l'intensité plus élevée du phénomène à proximité du terminateur vespéral puisque les atomes d'oxygène dissociés y seraient apportés en permanence par les vents dominants de l'atmosphère vénusienne, en super rotation rétrograde. Ah d'accord, ah ouais. Je sais que tu sais pas ce que ça veut dire. Bref, cette hypothèse de la lumière cendrée qui existerait bel et bien ne fait pas bon public au sein d'une grande partie de la communauté scientifique. Donc si vous voyez ça une nuit, prenez une photo. Mais d'ailleurs, là, cette lumière cendrée, ça me fait penser que, si jamais elle est officialisée un jour, mais ça pourrait encore plus expliquer le cas de tous ces ovnis. Et ouais, ça m'arrive de sortir des trucs un peu intelligents quand même. La terraformation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une science qui étudie la transformation de l'environnement naturel d'une planète, d'un satellite naturel ou d'un autre corps céleste,
afin de la rendre habitable en réunissant les conditions d'une vie de type terrestre. Les principales études menées concernent Mars, mais d'autres concernent aussi Vénus, Europe ou Titan. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Vénus. Est-il réellement possible de faire de Vénus une véritable sœur jumelle de la Terre? Eh oui, à condition de 1. Réduire la température à sa surface. 2. Éliminer la pression trop importante de son atmosphère. 3. Établir un cycle jour-nuit plus court. Mais comment faire tout ça? Créer des boucliers spatiaux, des miroirs qui protégeraient la planète des rayonnements du Soleil. Ceci atténuerait fortement l'effet de serre de Vénus. De plus, le rafraîchissement de l'atmosphère peut être fait à l'aide de réflecteurs placés à la surface. Des ballons réflecteurs dans la haute atmosphère peuvent aussi créer de l'ombre. Le nombre ou la taille des ballons devra nécessairement être importante, mais tout ceci, c'est possible avec notre technologie actuelle. On suggère aussi de déplacer une lune glacée de Saturne et de bombarder Vénus avec ses fragments pour fournir de l'eau. Celle-ci couvrirait près de 80% de la surface, comparable aux 70% qui se trouvent sur Terre. Des bombardements de Vénus avec du métal, du magnésium et du calcium provenant de Mercure sont aussi envisagés. Le déplacement de l'atmosphère de Vénus peut être tenté par l'impact d'un corps de 700 km de diamètre frappant Vénus à une vitesse supérieure à 20 km/s. Ceci éjecterait toute l'atmosphère du point d'impact à tout l'horizon. En répétant une multitude de fois cette action, certains pensent qu'on pourrait se débarrasser de l'atmosphère diabolique de Vénus. Des scientifiques ont également suggéré que le passage répété et programmé d'un astéroïde d'une taille supérieure à 96 km pourrait être utilisé pour augmenter la vitesse de la rotation de la planète, et ainsi elle pourrait avoir des jours aussi courts que les nôtres. Mais évidemment, si la théorie comme quoi la rotation de Vénus est due à son atmosphère, nous n'aurions pas besoin d'astéroïdes, mais juste à se débarrasser de cette atmosphère, comme on vient de le dire. Ouais, parler de terraformation, ça fait carrément science-fiction. Mais nous ne sommes peut-être pas obligés de transformer Vénus pour pouvoir y vivre. La colonisation de l'espace, appelée aussi colonisation spatiale, est au-delà d'un sujet classique de fiction, un projet astronautique d'habitation humaine permanente et en grande partie autosuffisante en dehors de la Terre. Stephen Hawking a émis l'idée que la colonisation de l'espace serait le meilleur moyen d'assurer la survie de l'homme. Alors, bien sûr, les projets de colonisation sont bien plus centrés sur la Lune ou sur Mars, mais beaucoup émettent l'hypothèse que Vénus serait un candidat idéal pour abriter l'espèce humaine. Mais nous n'allons pas vivre sur son sol. Vénus possède quelques avantages par rapport à Mars, en plus d'être plus proche de nous. Vénus est, comme on l'a dit, proche en taille et en masse de la Terre. Il en résulte donc une quasi-identité de la gravité à la surface. Dans la haute atmosphère de Vénus, à une altitude de 50 km, la pression et la température sont similaires à la Terre. De plus, dans ces régions, l'énergie solaire est abondante. Geoffrey Landis a alors proposé de ne pas vivre sur le sol vénusien, mais dans les nuages de Vénus. Les humains pourraient alors vivre dans de sortes de cités flottantes. Certains, poussés par l'idée que Vénus se trouve, au même titre que la Terre, dans la zone habitable du Soleil, pensent que nous pourrions dans le futur amener le satellite d'une autre planète en orbite de Vénus, qui n'en possède pas. Cette nouvelle lune de Vénus posséderait les caractéristiques parfaites pour que l'être humain puisse s'y développer. La colonisation d'un satellite de Vénus est une idée très intéressante, car l'aérofreinage dans son épaisse atmosphère peut être employé pour ralentir ses corps vers la surface. À la différence de l'espace proche de la Terre où le danger de heurter notre planète aurait des effets graves sur la civilisation, l'espace proche de Vénus ne souffre pas de ce problème. De plus, la quantité d'énergie utilisable du Soleil fait de Vénus un lieu très attractif pour le développement industriel. Coloniser Vénus sans pour autant la terraformer semble être pour une majorité bien plus crédible. Mais allons-nous véritablement coloniser Vénus? De toute manière, elle est une ancienne Terre, non? Une ancienne comète alors? Allons-nous nous heurter à une civilisation hypothétique extraterrestre qui vivrait dans les nuages de Vénus? Ah, cette étoile du berger, cet ovni, cet astre à la lumière cendrée, ce paradis que pensaient observer les anciennes civilisations. Ah, tant de mystères, tant d'hypothèses sur Vénus et j'espère tant de commentaires de votre part pour que vous partagiez vos avis sur ces théories. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi, je pars sur Vénus. Passez un bon été! Je peux savoir où tu vas comme ça? Sur Vénus, apparemment. T'as provoqué la fin du monde. Tu m'as empêché de l'arrêter. Tu vas mourir. Et tu peux venir avec moi, allez, on va rejoindre un pote, Paranorman. Avec lui, on trouvera une solution tous ensemble, c'est promis. Faut se grouiller là.
Mon dragon est assez puissant pour me protéger. Dragon? Non mais je croyais que j'avais tué le dernier là, c'est quoi ton délire? Effectivement, ouais. T'as tué le dernier dragon, c'est vrai. Mais t'as pas tué l'avant-dernier. Allez, viens avec moi là, on peut y aller tous ensemble. Allez, viens. Je sais même pas ton prénom. Je m'appelle Vénus. Adieu.